Able. Ah ben justement, oui, d'accord. Oui. On commence. Oui, les deux collègues m'ont fait une remarque. Ils ont raison, mais j'avais raison en un sens de dire ce que je voulais dire. Je vais nuancer ce que j'avais dit, parce qu'encore une fois, c'est un problème de mélange de dialecte du français. Donc ce que je voulais dire, c'était que pour faire peur, il y a au Québec le verbe épeurer, et qui est très courant. Et surtout, ce qui est courant, c'est justement le A2 ou able 2, donc qui fait peur ou qui tend à faire peur, qui est épeurant. Alors, on l'entend tous les jours, c'était épeurant ce truc, ça veut dire ça m'a fait peur ou c'est quelque chose qui fait peur. Donc ça s'emploie beaucoup et il y a le verbe épeurer. C'est vrai, il y a le verbe apeurer en français de France, bon, qui est connu évidemment bien sûr au Québec, mais il est rare, enfin il ne s'emploie pas, je ne vais pas dire je suis rentré dans la pièce, une araignée m'a apeuré. Ok, et donc c'est un peu vieilli. Et comme j'essayais de l'indiquer, il y a une espèce de... Il y a quelque chose d'un peu... Dans les romans ou les vieux romans, il y a souvent un truc un peu sexiste. Il y a une affinité entre apeurer et apeurer une jeune femme ou les jeunes filles. C'est comme... apeurer, c'est comme... c'est un petit animal ou une jeune femme, une jeune fille. Donc moi, je le perçois au niveau, par exemple, de ce qu'on peut trouver dans la littérature et tout, avec cette espèce d'affinité avec une perspective un peu phallocrate ou je ne sais pas quoi. C'est les jeunes filles qu'on a peur et on fait peur à un bûcheron. Okay, mais on dirait ça a apeuré le bûcheron dans un bouquin, par exemple, ça sonne très bizarre, mais ça a apeuré la jeune fille ou ça a apeuré le lièvre. Bon, donc, et ça s'emploie vraiment pratiquement pas. Mais ça existe, vous avez raison. Et du coup, la fonction de able. Alors, la différence entre A1 et able1, si vous voulez, reportez-vous au suffixe français able ou able en anglais. C'est un cas prototypique. Donc, par exemple, je bois de l'eau, du vin, ce sens de boire qui veut dire en fait pas juste faire passer dans la gorge, mais s'alimenter en légumes, en liquide. On a l'adjectif potable. Et on n'a pas pote, mais il a ce suffixe able quand même, donc après, si on connaît la diachronie, on va comprendre pourquoi on dit potable. Peut-être c'est lié à potent, avoir la capacité de... Oui, et ce suffixe able, comme par exemple faisable, X fait Y. Quelque chose qui est faisable, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on peut faire, donc qui peut être le deuxième actant de faire. Ok ? Donc la différence entre A2 par exemple et able 2, c'est que A2, ça veut dire tel qu'il est le Y du prédicat. Able 2, ça veut dire tel qu'il peut être le Y de ça. Donc, Paris est très visité. C'est l'adjectif, le participial dérivé de visiter. C'est une ville visitée. Très visitée, peu visitée, etc. Ça, ce serait un A2. Mais visitable... Le château de Versailles est visitable, ça veut dire il est possible, il peut être visité. Donc, able, c'est ça. Pardon ? Déroutable ? Ah, c'est dégoûtable ? Non, mais c'est un néologisme. C'est pour ça que le français, la morphologie dérivationnelle du français, elle n'est pas le fun pour le locuteur. Parce que vous pouvez le faire, mais c'est un néologisme. Alors que ce serait quand même bien qu'on ait able et qu'on l'ajoute à n'importe quoi. Ça pourrait être le cas si la grammaire française était différente, si la dérivation en français était vraiment tout à fait systématique, régulière. Mais elle ne l'est pas. Et peut-être qu'en marathi ou en hindi, vous avez un suffixe able et vous pouvez le mettre à n'importe quoi et ce ne sera pas néologique. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça en français, mais ça ne l'est pas.
En fait, la dérivation en français, elle est diachronisée. D'ailleurs, on l'a fait, et puis il va falloir que ça reste, et puis ça va être dans le lexique, et le locuteur pourra l'utiliser. Mais il n'a pas le choix de le faire lui-même, ou elle-même. Si vous le faites, c'est un néologisme. Donc, quand on écrit able, et dégoûtant, c'est-à-dire que cette chose a la capacité De dégoûter, voilà. On utilise le même adjectif. C'est dégoûtant, voilà, dégoûtant. Vis-à-vis de dégoûter, ce serait dégoûtant, c'est soit un A1, ça veut dire qui dégoûte, ou c'est qui peut dégoûter. Donc ça a les deux valeurs. Donc les A1, A2, A3, les able 1, able 2, able 3, il y en a souvent pour les noms de sentiments, etc. Mais voyez par exemple, aimer, aimable. Aimable, c'est pas du tout un able 2 de aimer. Dans le sens premier, si je dis un garçon aimable, c'est pas pour dire qu'on peut aimer. Ok ? Et donc, encore une fois, cette dérivation est très lexicalisée et c'est. J'y suis pour rien, hein, c'est pas de ma faute. Mais c'est bon à savoir pour le français, parce qu'encore une fois, si vous faites du FLE, justement, il faut regarder la dérivation. Donc ça, c'est au niveau de la grammaire. Comment se passe ce genre de dérivation en marathi, en hindi, etc. Et est-ce qu'elle est, comme en français, contrainte, diachronisée? Et donc dans ce cas-là, ça ne va pas trop surprendre les gens qui apprennent le français. Ils savent que c'est dangereux, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ou est-ce qu'au contraire, elle est vraiment libre, elle est systématique? Et là, vous pouvez... Voilà, donc vous pouvez anticiper des tas d'erreurs. Des gens qui vont dire, par exemple, ce stylo est écrivable, on peut écrire avec ce stylo, ou ce genre de choses. Donc, ce type d'erreur, par exemple, de production de néologisme, en pensant qu'on ne fait pas un néologisme, doit être naturel pour quelqu'un qui apprend le français. La plupart de ces possibilités vraiment extrêmes sont exploitées dans la langue sanscrite. Toutes les langues indiennes modernes n'exploitent pas toutes les possibilités, mais ça tend à être comme ça. Mais bon, comme vous parlez tous en même temps l'anglais, ben, vous savez bien que l'anglais, c'est pas comme ça, justement. C'est comme le français un peu. Peut-être. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, vraiment, les Anglais et les Français étaient faits pour se faire la guerre pendant des siècles. Je vois, il y a des conduisent à droite, conduisent à gauche, conduisent tout. Il y a un seul affixe du français, je pense, qui est complètement systématique, c'est le préfixe « re » pour dire de nouveau. Je mange, je remange, je bois, je rebois, je marche, je remarche, j'accouche, je réaccouche, prenez n'importe quoi, mourir, je meurs, je remeurs, je meurs, je ressuscite. On peut utiliser « re » pour dire de nouveau avec n'importe quoi, à tel point qu'on peut même l'utiliser sur un dérivé en « re ». Je mange, je remange, je re-remange, je re-remange, empilez-en 10, aucun problème. Et c'est le sol, et je crois que c'est vraiment le sol, et donc c'est super en français. Mais en anglais, c'est pas aussi libre. C'est you can say to reread something, to rethink, on peut le dire, mais to rewalk, he walked and he rewalked. Ça ne marche pas, ok? Mais en français, il a remarché. Bon, il y a aussi un sens de remarcher qui veut dire être capable à nouveau de marcher, parce que ça peut être aussi lexicalisé. Donc l'anglais n'est pas comme ça. Et c'était très marrant pour moi, par exemple, mon fils est bilingue, français-anglais, et ben, évidemment les bilingues, vous savez, ou trilingues, sont souvent un peu plus lents à compartimentaliser les langues, ça prend un peu de temps, etc. Et souvent, il faisait cette erreur en anglais. Et même pour moi, qui ne suis pas natif, il faisait de la dérivation en « re » en anglais, là où ça ne marchait pas. Il va dire puis j'ai remarché vers la salle de bain. J'ai marché vers la salle de bain. Il va dire des choses comme, il disait des choses comme ça, parce qu'il appliquait cette systématicité du français à l'anglais,
Bizarrement, en anglais, ce truc-là, il n'est pas aussi systématique qu'en français. Et en français, je pense que c'est le seul. J'avais un extrait, je vous passerai un extrait de Friends. J'ai un super bel extrait de Friends. Et Phoebe, elle dit à Ross, you love her. No, I don't love her. Yeah, you love her again. You re-love her. Et no, I don't re-love her. Donc il reprend Mais évidemment, en français, en anglais, to re-love. Et ça marche, c'est rigolo dans Friends, mais en français, tu la réaimes. Bon, c'est un peu un problème, il faut dire, on ne peut pas dire re-aime, on va dire réaime, mais je ne sais pas. Et là, ça joue, c'est très bien Friends pour la linguistique. Non, mais c'est vrai, je les connais presque tous par cœur et j'ai toujours n'importe quoi qu'il y a dans la vie et dans la langue et tout, c'est dans Friends. Et donc, elle a exactement ça. Oh, you re-love her. Et pourquoi c'est marrant? C'est justement parce que c'est une transgression. Et ce qui est très marrant, c'est que comme c'est naturel, Ross, complètement désemparé, un peu perdu comme d'habitude, il dit « No, I don't re-love her ». Et donc il récupère ce truc, ça le surprend au début qu'elle dise ça, mais il se l'accapare et tout, c'est très intéressant. On y va? Donc pour able, vous voyez un peu. Alors maintenant, à partir de une fonction lexicale syntagmatique, je vais essayer de vous faire comprendre comment on identifie qu'il existe une fonction lexicale. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, et on ne va pas utiliser Magne, on va en utiliser une plus complexe, qui fait parmi des fonctions lexicales syntagmatiques que je veux vous montrer. Bon, le cas classique, je fais un rêve. On a dit que faire est un collocatif de rêve. On a donc en jeu ici, nous on le sait maintenant déjà, on a en jeu une fonction lexicale syntagmatique. Mais on voit qu'on dit « je fais un rêve ». Qu'est-ce qu'on va observer à partir de « je fais un rêve » ? D'abord, il faut vraiment observer que rêve ici, c'est un nom. Ce n'est pas le verbe rêver, c'est rêve, le nom. Ensuite, donc, pour recréer les animations, je vous ai mis des petits numéros sur la figure. Tout de suite, première chose, pour essayer de comprendre ce qui se passe, comme d'habitude, c'est quoi la structure prédicative de rêve? C'est quoi les actants de rêve? Et rêve, c'est rêve de X que Y, ou de Y, etc. Alors, ici, il faut choisir en théorie. C'est rêve 1 ou rêve 2, rêve de base ou le rêve métaphorique. Bon, mon exemple et tout marche qu'on prenne l'un ou l'autre, mais bon, on va prendre le premier, le rêve qu'on a la nuit, ok? Donc normalement, j'aurais dû numéroter. Donc c'est le rêve de X que. Maintenant qu'on a ça, on peut regarder à nouveau la phrase et on va voir plus de choses. On va voir d'abord que je fais un rêve, ça veut même dire la même chose que je rêve. Ok? Donc on a un verbe qui veut dire la même chose, mais surtout que pourquoi on dit je fais un rêve, c'est parce qu'on a envie de dire je rêve. Enfin, rêve c'est un prédicat sémantique et il a tout pour être un verbe. Et il y a un verbe et donc cette structure-là, faire un rêve, elle existe parce qu'elle répond au besoin de verbaliser. Je veux que rêve soit le gouverneur syntaxique de ma phrase. Si c'est un nom, il ne peut pas. Donc soit j'utilise un verbe, rêver, soit j'utilise une expression qui est faite pour ça, une collocation, qui est faire un rêve, qui est comme un verbe, faire un rêve. Okay? On peut tout à fait imaginer une langue où on a en fait des éléments de composition et on a un élément, pas un radical, mais un élément de composition faire, donc qui serait une sorte de variante morphologique du verbe faire, et on peut prendre n'importe quel nom prédicatif et on dit faire rêve. Je faire rêve, je faire reproche, je faire amour, pour dire j'aime. Okay? On pourrait imaginer, et il y en a, c'est certain, qu'on a une langue comme ça où c'est par la morphologie qu'on le fait. On dérive morphologiquement en utilisant cet élément de composition, ou vous pouvez l'appeler un préfixe si vous voulez dire que c'est un préfixe, qui permet de dériver la chose.
Donc ça, c'est important parce que ça nous fait comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on dit « je fais un rêve ». Enfin, qu'est-ce qu'on fait linguistiquement? Qu'est-ce que le locuteur fait? Et je rêve, on a un verbe, donc, et ce rêve, il a la même structure actentielle. C'est X rêve que ou de Y. Okay, la nuit dernière, j'ai rêvé que, je ne sais pas, que je m'évanouissais pendant mon cours. Voilà. Donc ça, c'est un rêve. Je pense à ça parce que la dernière fois que j'ai fait cours à l'étranger, il y a une étudiante qui s'est évanouie au début du cours. Donc, c'était assez bizarre, c'était un peu angoissant. Mais ce n'était pas à cause de moi, j'avais quasiment rien dit. C'était la chaleur, je pense. Ok, maintenant, autre chose qu'on va remarquer, une fois qu'on sait que X rêve que, le rêve de X que, ben, on remarque que le verbe faire, sémantiquement, il est vide. C'est-à-dire même si on lui accorde du sens, on ne l'utilise pas pour rajouter ce sens au sens de rêve. Donc il n'apporte aucun sémantème. Donc le verbe ici nous aide à comprendre que oui, c'est la même chose. Et donc ce verbe faire, c'est un truc bizarre, c'est un verbe qu'on utilise mais pour apporter aucun sens, mais pour avoir une structure verbale. Okay? Et puis il faut noter que le sujet, c'est X. Ça, c'est très important. Donc on a un verbe, il est vide, et il prend comme sujet le premier actant de mon nom. Donc on commence à se dire déjà... Et voyez, si vous n'avez pas fait une analyse de la structure actentielle, ben vous ne voyez pas qu'est-ce que c'est que le sujet. Vous ne comprenez rien à la colocation, en fait, au fonctionnement de la colocation. C'est une colocation qui est telle qu'on a un verbe qui prend comme sujet ici le premier actant. Ça pourrait être le deuxième. Je ne sais pas, on pourrait avoir un collocatif, le monstre m'a donné un rêve, et ça veut dire que j'ai rêvé du monstre. Okay, donc on aurait un verbe qui rajoute rien, mais qui prend comme sujet Y. Okay. Bon, ça commence à s'éclaircir. Et il faut, et c'est absolument obligatoire, dans sa tête, il faut voir un arbre syntaxique. Syntaxiquement, j'ai donc ce verbe faire qui prend comme sujet syntaxique X, l'expression de X, et comme complément d'objet direct, la base de la colocation, le nom faire. Et ça, c'est important parce qu'en fait, il y a des structures syntaxiques différentes pour ce type de verbe. Et donc ça, ces verbes vides qui permettent de connecter l'unité lexicale nominale à ses actants, parce qu'on dit toujours que les verbes supports, ils servent à verbaliser, mais en fait, ils verbalisent, mais en exprimant les actants en même temps. Okay? Et donc, c'est ce qu'on appelle des verbes supports. Pour que ce soit un verbe support, il faut qu'il soit vide dans la colocation. S'il apporte du sens, ce n'est pas un verbe support, ou au moins pas pur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On dit, ah oui, on dit faire un rêve, c'est vrai. Oui, mais on dit aussi prononcer un discours. Et c'est la même chose. Discours de X à propos de Y, prononcer rajoute rien, j'ai interrompu son discours. Discours, donc ça peut être une action, c'est à la fois le contenu, mais c'est l'acte. Et le sujet, c'est X, c'est bon. Avoir la fièvre, c'est pareil. Si vous faites l'analyse sémantico-syntaxique d'avoir la fièvre, kiff kiff bourricot. Jeter un coup d'œil, pareil. Coup d'œil de X sur Y, il jette. Donc la fièvre, on l'a. En anglais, you have a fever or you run a fever. En français, on ne peut pas dire évidemment qu'on court une fièvre. Les coups d'œil, ça se jette. On donne un coup de main. On jette un coup d'œil, mais on donne un coup de main. On vit sa vie. C'est marrant que vivre, vie de X, a un verbe support qui est vivre. Il a vécu, souvent avec un modificateur, il a vécu une vie extraordinaire. C'est ce sens de vie. Donc c'est son existence, le temps pendant lequel on vit avec toutes les choses dont on fait l'expérience. Et qui a des collocations, c'est comme un contenant la vie. On dit une vie bien remplie, etc. Donc c'est ce sens de vie, le verbe support, on vit. En anglais, ça marche aussi, to live a beautiful life, etc. Nourrir un ressentiment, il y a une légère nuance de sens.
Il y a un aspect un peu étendu dans nourrir un ressentiment. On a l'impression que ça dure un certain temps. Mais grosso modo, un ressentiment, de toute façon, de par son sens, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat. Ce n'est pas un ressentiment, puis hop, il disparaît. Un ressentiment, c'est un sentiment qui a une constante, qui a un aspect étendu dans sa définition. Et donc le sentiment, on le nourrit, le coup d'œil, on le jette, le rêve, on le fait, et etc., etc. Il y en a des milliers comme ça. Alors, on a quelque chose de phraséologique, il y en a des milliers, on a une fonction lexicale. Donc il va falloir la codifier, dire à quoi ça correspond. Il y a une petite erreur dans ma figure, mais je l'ai mise dans la nouvelle version que je vous donnerai à la fin. Donc, c'est qu'en fait, j'ai modélisé la fonction lexicale, son patron, je l'ai modélisé dans la figure que vous avez là sur une structure syntaxique de surface. Mais les fonctions lexicales fonctionnent au niveau profond. Donc ce que je veux dire, c'est que X s'exprime comme le premier actant syntaxique profond. Évidemment, ça va être par défaut le sujet. Et elle s'exprime comme le deuxième actant syntaxique profond. Mais ça peut être un complément d'objet direct, ça peut être un complément oblique, etc. OK. Et donc ça, c'est le patron qui caractérise la fonction que je vais appeler opère1, opère1 de L. Et donc opère1, pourquoi? Parce que son sujet, donc un opère, il prend comme deuxième actant syntaxique profond la base, et il prend comme premier actant soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième actant de la base. Et là, comme c'est le premier, c'est le verbe support opère1. Opère1, c'est très, très, très courant. Si vous avez un nom prédicatif, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des opère1 pour ce nom dans la langue. Okay, c'est normal qu'elle fournisse. C'est aussi normal qu'elle fournisse un verbe qu'elle fournisse un verbe support. Dans un V0 ou un opère1. Il nous faut l'un ou l'autre pour verbaliser la chose. Et donc c'est important, et donc ça, pardon, je suis remonté dans le temps au lieu de... Les animations c'est bien, mais quand on a fait une erreur, c'est un peu pénible. Oui, donc ce qui est important, c'est que les fonctions lexicales, alors ça c'est le seul acronyme que je m'auto... J'aime pas les acronymes, ça me rappelle l'armée ou le CNRS et tout, l'administration. Donc j'essaye de minimiser. Melchouk, il aime beaucoup en utiliser tout le temps. Moi, je trouve que cognitivement... Mais bon, des fois, on peut se permettre... Fonction lexicale, on le dit tellement, on l'écrit tellement ici que je me permets d'avoir FL. C'est ce qu'on appelle des lexies profondes. Donc elles sont dans la structure syntaxique profonde. C'est en fait une application de fonction lexicale, c'est un potentiel d'unité lexicale. Vous avez ça, vous avez déjà pré-syntaxisé votre message. Et puis là, le locuteur, quand il va construire, il va pouvoir choisir parmi la liste des opère1 de L. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas encore les dépendances syntaxiques. Parce qu'on pourrait avoir un opère1 qui prend un complément d'objet direct, un autre qui prend un complément d'objet oblique, et donc ça dépendra le choix qu'on a. Mais je pense que cognitivement, c'est quelque chose de vraiment vrai et profond. Si on connaît bien les fonctions lexicales, quand on écoute les gens parler, souvent, on voit, ils sont là et ils s'arrêtent. Et moi, je sais qu'ils s'arrêtent parce qu'ils savent qu'ils volent un opère1. Bon, ils le savent sans le savoir, c'est une connaissance. Mais ils sont là, ils volent ce truc dans la position syntaxique qui fonctionne comme le verbe qu'on a avec ce nom. Donc, ils sont au stade de opère1, mais ils n'arrivent pas à trouver une valeur. Et on entend des fois, ou bien, ils disent un truc, mais ils voient qu'ils ont choisi le mauvais, que c'était pour une autre unité lexicale. Hop, ils se corrigent. Ou ils n'arrivent pas à se corriger. Quand on connaît les fonctions lexicales, je ne peux pas prouver que c'est vrai autrement qu'en disant ça marche dans la vraie vie. Ça veut dire que ça me donne une explication sur des choses que j'entends. Et là, c'est évident, je sais pourquoi la personne s'est arrêtée. Je n'ai pas besoin de lui faire un scanner du cerveau et tout, je le sais, c'est parce qu'il applique opère1, parce que c'est quelque chose que le locuteur fait, c'est normal. Il sait qu'il a un certain niveau de généralité, il cherche le verbe qui fait ça. Mais, donc c'est une étape qui existe. Je suis convaincu que ces lexies profondes, les fonctions lexicales existent. C'est pour ça, pour moi, c'est plus une découverte qu'une invention. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans la structure de la langue, dans la façon dont on l'utilise,
tout colle. Okay, donc comment on sait qu'un truc existe? C'est parce qu'on le voit se manifester. Encore une fois, c'est de l'information, donc c'est invisible, intouchable, ça n'a pas d'odeur. Mais si on voit plein de choses qui s'expliquent tellement facilement en tant que manifestation de ça, c'est vraiment... C'est pour ça que je passe pas mal de temps à vous parler des fonctions lexicales dans le cas de ce cours, parce que même si je ne peux pas vraiment dire que vous manipulerez le système à la fin, je pense que c'est utile que je vous donne suffisamment de bases pour que si vous voulez creuser, vous pouvez en acquérir plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on identifie, et puis ensuite on la nomme, on va l'appeler opère pour opérare, on prend un verbe, et puis ça le fait fonctionner. Okay. Évidemment, elle est plus difficile à identifier que Magne. C'est pourquoi que les gens qui citent les fonctions lexicales en général, comme ça ponctuellement dans un article, en général, ils n'ont pas vraiment lu les textes et surtout, ils n'ont pas compris. Ils peuvent citer Magne parce que Magne, ça va. On n'a pas besoin d'avoir une modélisation syntaxique et sémantique, vraiment, pour expliquer Magne. Mais pour expliquer opère, c'est différent. Et donc, on note en plus qu'en identifiant une fonction lexicale, on en a ramené une autre. On ramène le fait qu'on a ces liens de dérivation, rêve, rêver. Et ça, c'est paradigmatique. Et c'est la fonction lexicale V0 qui nous donne le verbe paraphrastique, mais modulo un changement de partie du discours. Ça va? Je vais essayer d'aller vite. Alors, en fait, la fonction lexicale, elle s'appelle opère I, pas opère 1, parce que I, ça peut être n'importe quel numéro d'actant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que la limite, c'est une structure actantielle avec 6. 6, ça commence à être beaucoup. Mais 5, par exemple, ça se trouve. Donc, on n'aura pas le même nom exactement pour X exerce un chantage. Il n'y a pas le verbe chanter, on dira faire chanter. La locution faire chanter, c'est le V0 de chantage. Et le verbe support, c'est X exerce un chantage, qui est un opère 1. Mais on a un opère 2, où le sujet, c'est le deuxième actant de chantage. Et c'est Y subit un chantage. Okay, et donc, c'est chantage par X sur Y à propos de Z. L'objet du chantage, etc. Et justement, on a une colocation, on peut dire Z fait l'objet d'un chantage de la part de. La langue, elle a tout ça, elle vous donne tout ça. C'est pourquoi vous pouvez parler tellement bien. Très rapidement, en 5 minutes, je voudrais vous expliquer en fait ce qui se passe, pourquoi les verbes supports forment une trilogie. Forment une trilogie parce qu'il y a 3 positions syntaxiques pour une unité lexicale nominale, notamment par rapport à son verbe. Il y en a 3. Donc, vous avez, ici j'ai mon verbe, j'ai une unité lexicale verbale, donc qui est un gouverneur syntaxique, et j'ai mon unité lexicale là qui m'intéresse. La première position syntaxique au niveau de la phraséologie, c'est-à-dire qui est la plus courante. Donc, si ça c'est un collocatif, et là c'est la base de la collocation. Peut-être qu'au lieu de dire LV, je vais dire L V et je vais dire qu'il fonctionne comme colloque, comme collocatif. Okay? Et là, maintenant, je m'intéresse à la base. La première position qui est la plus courante, c'est l'utiliser en deuxième actant syntaxique. Donc ça, c'est la lexie nominale qui est une base de la collocation. Pourquoi c'est comme ça pour les verbes supports? C'est parce que si vous utilisez L comme complément, premier complément du verbe, ça vous donne quelque chose qui ressemble plus à la verbalisation. Donc c'est normal de vouloir verbaliser. Donc il y a cette première position et ça correspond au patron qu'on appelle opère. Donc là, notez pas ça, c'est dans le bouquin, c'est les exemples en français du bouquin. Donc prenons les opères 1 d'abord. Méfait,
perpétrer un méfait. Bon, on n'en donne qu'un exemple à chaque fois, pratiquement, ou plutôt, mais évidemment, commettre un méfait, ça marche, etc. Opérant de suprématie, détenir la suprématie. C'est comme le verbe suprémaciser, mais il n'existe pas. Mais donc, vous voyez, calomnie, opère 2, donc le sujet c'est Y, mais calomnie est toujours dans la même position syntaxique. Subir la calomnie, danger, X est un danger pour Y court un danger, les applaudissements de X envers Y pour Z, X, on n'a pas de opérin, les gens, on ne dit pas émettaient des applaudissements, etc., on dira ils applaudissaient, mais on recueille des applaudissements. Consensus entre X et Y à propos de Z, Z fait consensus. Et opère 3 de refus, refus de X de faire Y à Z, pour Z, Z essuie un refus, ou se heurte à un refus. Donc vous voyez, dans tous les cas ici, alors bon, on peut admettre des opères 0, ça va être en fait des verbes impersonnels qui n'auront pas le sujet. Donc pour nuit, il fait nuit. Soif, alors on a mis que c'était informel, ben, c'est un peu campagnard aussi, ou je sais. Il s'est passé quelque chose ? On peut dire, oh, il fait soif. Donc mon grand-père, par exemple, disait ça, oh, on était au jardin, il fait soif. C'est en fait un opère 0 de soif. Okay, mais c'est marginal, les opères 0. Ça, c'est la première position syntaxique, la plus courante. La base est le deuxième actant syntaxique profond, donc complément d'objet direct ou oblique, etc., mais le premier. La deuxième position, donc le verbe colloque. La deuxième position, et ça ne concerne pas que les collocations, je vais expliquer. La deuxième position la plus fréquente, c'est que la base est le premier actant syntaxique profond. Et ça va être une autre fonction lexicale, c'est func. Func 0, quand il n'y a pas de complément. Func 1 ou 2 ou 3, quand il y en a. Donc, par exemple, tonnerre, pour dire il y a du tonnerre, le tonnerre est, on dit le tonnerre gronde. Évidemment, ça veut dire en même temps il produit du bruit, mais sauf que le tonnerre, c'est un bruit. Donc, ce n'est pas un collocatif qui veut dire émettre du bruit. Ce n'est pas comme le chat miaule ou le volet claque. Comme tonnerre, c'est un bruit. Quand on dit le tonnerre gronde ou retentit, on dit il y a du tonnerre. Là, on voit un cas en fait de configuration de fonction lexicale. C'est-à-dire qu'on applique à la fois sur incendie un magne et on applique un func 0. L'incendie a lieu, l'incendie fait rage. Ça veut dire l'incendie est, mais en même temps c'est un gros incendie. Donc ça c'est un autre aspect. Alors F1 de responsabilité, la responsabilité de X, la responsabilité incombe à X. Donc vous voyez, c'est un verbe support, parce que ça ne rajoute rien, mais c'est complètement différent des opères. Le sujet, c'est le nom lui-même. Et ça, c'est jamais identifié clairement, la distinction. En général, quand on parle des verbes support, on parle surtout d'opères. Ce dont on parle, c'est des opères, mais bon. Une odeur se dégage, émane de X. C'est l'odeur de X. Ben, l'odeur, donc c'est X a une odeur ou émet une odeur. L'odeur se dégage de X. Okay. Danger, X est un danger pour Y. Le danger menace Y. Qu'est-ce qui fait le danger? Il menace. Accusation, une accusation frappe quelqu'un. Si il y a une accusation par X envers Y d'avoir fait Z, ben on peut dire qu'elle le frappe. Conversation entre X et Y à propos de Z, la conversation porte sur Z. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir au niveau syntaxique, mais c'est le même principe, c'est des verbes support. C'est la deuxième famille qui a été identifiée. Et là, il n'y en a que 3 de base. Et la troisième,
elle est encore moins fréquente. Donc ça, c'est moins fréquent que ça. Et celle-là, elle est encore moins fréquente. C'est le cas où, en fait, la base se retrouve complètement rétrogradée au fond de la structure syntaxique. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'abord. Faire travailler, en fait. Alors, en voilà des exemples. C'est plus dur d'en trouver. L'héritage... donc, l'héritage KX, donc il hérite, ok, de quelqu'un qui consiste en, ok, on hérite de quelqu'un et on hérite en même temps telle et telle chose, cette belle table en chêne, etc. Et quand on dit obtenir quelque chose en héritage, ça veut dire hériter. Et le sujet, c'est X, il obtient, mais qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient Y. Y, on l'a modélisé comme étant la chose qu'on obtient, et qu'on appelle en même temps l'héritage. Okay? Tout mon héritage est là dans cette pièce, on peut le dire. Donc, héritage sert aussi à dénoter le Y de hériter. Et donc, on obtient quelque chose en héritage. C'est une colocation de héritage. Mais héritage, vous voyez, il est mis au fond de la structure syntaxique, il est le deuxième complément. On exprime d'abord un actant, puis un autre actant, puis il y a héritage à la fin. Donc on est loin des opères, et ça c'est plus rare. Léguer quelque chose en héritage. Là c'est aussi un labor, mais c'est le troisième actant, c'est la personne qui donne les choses. Et on a un labor 2, 1, 3. Le sujet, c'est la chose dont on hérite. Ça lui échoit en héritage, ça lui vient en héritage de sa mère. Donc avec héritage, on a ces trois variantes du verbe support labor. Vous voyez, c'est le même principe de numérotation que pour les conves. La première position, ce sera pour le sujet, la deuxième, c'est pour le premier complément, et la troisième position, c'est pour le troisième complément. Le deuxième complément, sachant que héritage sera le troisième. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la langue, le principe de la langue a décidé que sous un verbe, il y a trois positions syntaxiques reines. Premier actant syntaxique, deuxième actant syntaxique, troisième. Comment elle l'implémente? Elle donne des collocatifs qui permettent, de trois familles, qui permettent de faire ça. Mais il y a une autre façon qui est beaucoup plus évidente, encore une fois, la morphologie. La voix, ça joue, en fait, sur la première position syntaxique, la deuxième, et aussi, pour certaines voix, sur la troisième. Donc, c'est les trois positions. Évidemment, sous un verbe, il peut y avoir un quatrième, un cinquième et même un sixième actant syntaxique. Mais les trois premières sont privilégiées. La voix s'applique à ça. Et comme la voix morphologique s'applique, tout ce qu'on morphologise, c'est ce que la langue a décidé que c'était important. Donc la morphologie est là, et les fonctions lexicales, les verbes supports, les trois familles de verbes supports, ne servent en fait qu'à implémenter la voix de façon lexicale, si vous voulez, en un sens, vis-à-vis du verbe support. Et pour la voix, la preuve, il faut prendre l'anglais. L'anglais est super cool pour ça. Parce que, prototypiquement dans les langues, le verbe triactentiel, c'est le verbe de donner. X donne Y à Z. Avec donc le troisième actant qui est le datif. Pour ça, l'accusatif, c'est important, c'est le premier complément, mais le datif, c'est aussi, dans la hiérarchie des cas, c'est celui qui vient après l'accusatif, parce que le complément datif, il est toujours spécial, il y a toujours des trucs particuliers qui l'indiquent. Et donc, le triactentiel de base, donc, qui mettrait en place ces trois positions, le plus normal, le plus évident, c'est le verbe de donner. Mais même si c'est du don métaphorique, ok, un baiser, donner un baiser à quelqu'un, et même, je ne sais pas, même vendre, c'est un verbe de donner, donc X vend Y à Z. Et bien en anglais, c'est tellement implanté que vous avez justement
l'alternance, on me posait une question sur l'alternance, qu'on appelle l'alternance des verbes dits transitifs en anglais. Donc c'est une alternance sur le datif. Donc en anglais, vous pouvez dire X gives Y to Z, mais Z, vous pouvez l'exprimer en première position après le verbe, sans préposition, en ayant Y en seconde position, évidemment sans préposition, parce que ça reste le vrai complément d'objet. Donc X gives Y to Z, X gives Z Y. John gives a book to Mary, John gives Mary a book. Et on voit qu'il joue sur ces trucs-là parce qu'on est dans les trois positions actentielles. Et tellement que même on peut passiviser le datif. Donc, je passivise le deuxième complément. Donc Y, a book was given by John. Mais on peut dire Mary was given a book. Et c'est le datif. Donc il devient le sujet. Donc il admet le passif même sur la troisième position. OK ? Ça montre, il y a plein d'exemples, si on regarde les langues au niveau des voix qui existent, qu'il y a vraiment ces trois positions reines. Et ce n'est pas donc étonnant qu'il y ait une trilogie de verbes support. Chaque fois on donne un nom et le principe après le même. Ça va ? Pour finir, parce que on finit très vite, en rigolant. Donc ça, c'est les verbes support. Mais il ne faut pas confondre les verbes support avec les verbes de réalisation. Par exemple, suivre son désir de faire quelque chose. Ce n'est pas éprouver un désir. Éprouver un désir, c'est un verbe support. Mais c'est X éprouve un désir, donc c'est un opérin. Mais suivre son désir, c'est faire vis-à-vis de son désir ce qu'on est supposé faire ou ce qu'on attend. Ça, c'est un verbe de réalisation. Et on va appeler ça réal 1, pas opérin. Mais vous avez, avec les verbes de réalisation, le même parallèle, les mêmes trois structures et positions de verbes de réalisation qu'avec. Et donc, tout ça, c'est décrit dans le manuel. Mais suivre son désir, c'est comme écrire au stylo. C'est faire avec un stylo ce qu'on est supposé faire. C'est comme mourir d'une maladie. Une maladie, c'est un processus morbide. Donc mourir d'une maladie, c'est faire vis-à-vis de la maladie ce qu'on est supposé faire au niveau sémantique. Évidemment, on n'est pas supposé mourir, enfin on ne veut pas mourir. Mais la maladie, c'est quelque chose qui pousse vers la mort. Et donc mourir, c'est en fait un réalin de maladie. Donc juste pour finir en beauté, donc, les trois verbes de réalisation, ils ont les mêmes structures. Donc promesse, tenir une promesse, c'est faire avec la promesse qu'on est supposé faire. Rêve, le rêve se réalise, il fait ce qu'il est supposé faire, mais là il est sujet du verbe, donc ce sera un fact 0. Et passer la tasse de thé au micro-ondes, passer un micro-ondes, c'est un micro-ondes utilisé par X pour Y. Et passer quelque chose au micro-ondes est le troisième actant syntaxique profond du verbe du collocatif. Et donc ça, ce sera ce qu'on appelle un lab réal 1-2. Mais je vous donne, donc juste rapidement, on arrête, mais c'est trop agréable, c'est que Friends, justement, il y a un petit passage dans Friends. Oh, Will, if I play something, do I have the sound? Yeah, and do I have to do something with my... do I have to select? Play directly, sound is... Okay, but those are the... So this speaker, I guess. Ok. Donc, normalement, ça va marcher. Mais justement, c'est comme You Really Love Her. Les gens qui ont écrit ça, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils savaient qu'ils appliquaient, comme si c'était systématique, une dérivation qui n'est pas systématique. Mais il y a un passage magnifique où il y a un petit cours où Ross fait un cours de Réal 1 à Phoebe. Il utilise la fonction lexicale Réal 1. À un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est absurde, mais c'est pas absurde. Donc, parce que c'est le scientifique, Ross. C'est pas absurde ce qu'il fait. Ça a l'air absurde, mais c'est pas absurde parce qu'il utilise Réal 1. On y va. Donc, il avait offert un vélo à Phoebe parce qu'il était vraiment ému, parce qu'elle avait dit qu'elle n'avait jamais eu de vélo quand elle était petite, mais elle ne sait pas faire du vélo, et donc elle
Évidemment, elle se casse la figure quand à un moment il dit que je vais t'apprendre et puis il la lâche alors qu'il a promis de ne pas lâcher. Elle est très fâchée, elle boude dans sa chambre, elle a recouvert son vélo, son magnifique vélo d'un drap. Et là, il arrive, il est super gêné parce que vraiment, il a un grand cœur, même s'il est un peu nerd. Et donc, il va la voir pour essayer de se réconcilier parce qu'elle boude. Sorry, I'm just going to have to take it back. What? Why? Because it'd be like you having this guitar and never playing it. Okay, this guitar wants to be played, and Real one wants to be written, and if you don't write it, you're killing its spirit. The bike is dying. All right. If you care enough to make up that load of crap, okay. J'ai sauté ça. You're making the bike very happy. Il se base sur quoi? Sur la définition de bike et la définition de guitare. Bike, c'est un véhicule, donc quelque chose qui a une finalité, comme la mort de vous tuer, qui est de se déplacer. Guitare, c'est un instrument qui sert à faire de la musique. Évidemment, la langue nous donne des réalins. Donc, son parallèle qu'il fait, son analogie, elle est super bonne, parce qu'en plus, il utilise les réalins. You ride a bike and you play a guitar. Et d'ailleurs, vous direz, c'est comme ce que je vous avais dit pour jouer d'un instrument. En fait, c'est un collocatif qui veut dire faire avec la chose qu'on est supposé faire. Et to ride, pour un francophone, par exemple, on n'a pas de verbe pour to ride a bike. On dit être sur son vélo, mais on a faire du vélo, mais ça, c'est habituel. Je fais du vélo tous les jours. Mais je l'ai vu, il était là, et puis, I can say, he rode his bike off to... Mais je ne peux pas dire, il a fait du vélo en s'éloignant. Donc on n'a même pas le verbe, alors qu'en anglais, on a le verbe to ride. So you drive a car, you ride a bike, or you ride a horse, you sail a ship, or etc., etc. Donc il a raison, et il le sait en un sens, parce que it's like, et quand il dit you're killing its spirit, il parle de la définition, du sens. Le sens dit que qu'est-ce que ça fait une guitare? Ça se fait jouer. Qu'est-ce qu'on fait avec une guitare? On joue. Et donc, si tu ne conduis pas cette bicyclette, tu ne fais pas ce que tu es supposé faire. C'est à 100% un cours sur Réalin. C'est super, c'est génial. Donc, quand on connaît Réalin, on voit ça, on dit « Waouh, ils sont forts !» Parce que tout le monde perçoit qu'il y a une blague, mais que cette blague, en même temps, elle repose sur quelque chose de super linguistique. Vraiment très linguistique. Quand je vous dis que quand on connaît les fonctions lexicales, on les voit à l'œuvre partout, si ce n'était pas pour les fonctions lexicales, ce ne serait pas drôle. Mais bon, les rires enregistrés, les laugh tracks, mais on finit par oublier. Ça va? Je suis en retard. Je propose donc que vous gardiez des questions. Si vous avez des questions, on les voit en début de la prochaine séance. À moins que... Moi, je suis d'accord, hein. Mais... Très fait. Qu'est-ce qu'on fait?